Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons dans l'Allier, en Sologne bourbonnaise. Alors que Nathalie et Stéphane forment des futurs paysans, Sophie et Olivier font pousser de jeunes plants. Nous irons également surveiller les libellules, retrouver les origines du pâté de pommes de terre ou encore nous initier à la fabrication de bières artisanales. Je vous laisse apprécier les vertus authentiques de ce terroir et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Entre les vallées de l'Allier et de la Loire, au centre de la France, s'étend la Sologne bourbonnaise. Des légers vallons aux prairies étendues, des grands étangs aux petits ruisseaux, cette vaste plaine rassemble un paysage rural varié qui rappelle celui de la Sologne. Une cousine dont elle tire son nom, bien qu'éloignée géographiquement. La Sologne bourbonnaise est une plaine d'eau. Rivières et étangs jalonnent ces terres agricoles, offrant à la végétation une source de vie. Les champs traditionnels, entrecoupés par des haies, formaient le bocage bourbonnais qui a peu à peu disparu pour laisser place aux grandes étendues cultivées. Mais les élevages bovins de charolais ou de salers sont toujours bien présents dans la région. Faiblement peuplée, la Sologne bourbonnaise recèle toutefois de petits trésors architecturaux, châteaux et églises, qui se cachent au cœur de cette végétation luxuriante. Lorsque le ciel est dégagé, ce qui n'est pas toujours le cas au printemps, on aperçoit au loin les montagnes bourbonnaises, seul relief jouxtant cette plaine. Dans ces paysages, peu troublés par le vacarme des villes, la nature s'épanouit en toute tranquillité. Sauvages ou domestiqués, animaux et plantes cohabitent ici avec une présence humaine discrète, conférant à cette région un charme bucolique et atypique. À Trézelles, Stéphane s'inscrit dans cette démarche respectueuse de la nature et de l'environnement. Dans la ferme familiale qu'il a reprise il y a 3 ans avec sa femme, ils développent tous les deux de nombreuses activités complémentaires. Ce matin, Stéphane déplace son troupeau de vaches vers une nouvelle parcelle puisqu'il n'est pas question ici d'élevage intensif. Donc là, il y a une vingtaine de charolaises qui sont conduites en élevage extensif, en pâturage tournant et qui sont engraissées uniquement à l'herbe. Donc le but de ces animaux, c'est de produire de la viande, mais une viande de qualité. Et donc on essaye de respecter un maximum le bien-être de ces animaux et leurs besoins fondamentaux. Manger de l'herbe, manger des branches aussi. Nos 20 animaux, ils circulent sur 20 hectares ici, donc c'est un ratio qui est important pour nous, qui est important pour maintenir notre herbage, pour faire en sorte que quand nos animaux passent d'une parcelle à l'autre, on ait une régénération rapide de notre herbe. Elle n'est pas trop tassée, elle est encore d'une bonne longueur, donc elle peut se régénérer plus facilement. Et voilà, c'est un principe de base qui nous permet tout au long de l'année, même en période les plus sèches, de maintenir de l'herbe. Allez, hop! Viens vite, tiens. Allez, on bouge. L'élevage extensif et l'élevage à l'herbe, ça peut paraître comme un retour en arrière. Pour nous, c'est plutôt une grosse avancée. C'est moins dépendre de la mécanisation. Donc, laisser les animaux aller chercher leur nourriture plutôt que de prendre un tracteur et leur amener de la nourriture, qui est très demandeur en énergie. Et puis, le choix, il est surtout sur revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une vache et qu'est-ce que mange une vache? Et on se rend compte, quand on recherche bien, qu'un bovin, il est herbivore et il est folivore, il n'a jamais été granivore. Donc aujourd'hui on leur amène du maïs, beaucoup de céréales pour les engraisser, ce qui n'est pas forcément la logique. Ces animaux-là normalement au départ ne mangent pas ce type de nourriture. Et du coup on a voulu revenir à ces fondamentaux pour aussi revenir à une autre qualité de viande et offrir quelque chose de différent aux consommateurs. Différente, la ferme de la Yalle est en tout point. Alors que les décennies passées ont vu disparaître les haies bocagères, Stéphane, lui, a souhaité remettre l'arbre au cœur de cet écosystème. Donc voilà, ici on est au cœur d'une haie plantée il y a 2 ans. Donc vous êtes à côté d'un jeune plant pommier sauvage qui est parmi une vingtaine d'essences.
Cette plantation de haies, on l'a entamée il y a 4 ans et donc tous les ans on plante à peu près de 4 à 600 arbustes. C'était vraiment un objectif global de reformer et de recréer dans notre espace des corridors de biodiversité, d'améliorer la capacité du site à lutter contre le dérèglement climatique, à lutter contre des vents importants, lutter contre le manque d'eau, le trop d'eau. Tous ces paramètres, c'est l'arbre qui nous permet de le gérer, c'est notre principal outil. Celui-ci qui est tout petit ou les plus grands qui sont restés en place, ils vont tous apporter quelque chose. Le projet agroforestier, il a aussi l'intérêt d'apporter aussi d'autres productions et de nous rendre encore plus efficaces, être plus efficaces sur la même parcelle parce qu'on va multiplier le nombre de productions. Donc là, on oriente aussi vers la production de fruits à coque, noix, noisettes, bientôt aussi des autres fruits, pommes, cerises et autres. Voilà, dans le but de compléter, d'avoir quelque chose de cohérent, tout en continuant à ce que nos productions actuelles puissent en bénéficier. Nathalie, la femme de Stéphane, s'occupe elle davantage de la partie maraîchage. Là aussi, tout est biologique et se fait en respectant le sol, à la main, sans machine. Au-delà des légumes, la ferme de Laya accueille en ce moment un binôme de compagnons en formation. Petite originalité, chaque binôme est composé d'un Français et d'un réfugié. Donc là, on est sur un programme de compagnonnage sur 1 an avec des binômes. Donc là, on a Mohamed et Florian qui sont là sur 2 mois. Et eux, le gros avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir 1 an pour découvrir 6 fermes. Ils vont tourner tous les 2 mois, ils vont aller dans une ferme différente. Ça va leur apprendre du coup et ça va leur permettre de voir un panel de fermes très différentes, tout en agroécologie. Quand on a démarré le projet de la ferme et quand on a repris la ferme, on avait vraiment pour idée de permettre à des porteurs de projets de pouvoir apprendre leur métier et d'être beaucoup plus mis en confiance. Et en fait, on a vraiment lancé ce projet de ferme en se disant ce serait peut-être bien de faire une production, mais aussi de faire pousser des paysans. Donc pas que des légumes, des paysans également. Et en fait, c'est là où ce programme prend tout son sens. C'est-à-dire que oui, on produit, oui, on fait des paniers de légumes, oui, on fait de la viande, oui, on fait de la céréale, mais on permet aussi à des jeunes qui ont envie d'apprendre d'être dans un programme cohérent qui leur permet sur le terrain de pouvoir appliquer les méthodes et de voir comment on travaille. Mais aussi, voilà, de se donner une idée de ce que va être leur métier demain. Ça, c'est juste pour les fleurs. Du souci, et ça, c'est de la bourrache. Du bourrache. Et tu connais ça? Non, tu connais peut-être pas. En fait, tu peux les manger, les feuilles. T'as déjà goûté? Non, hein? Ah, vas-y, goûte. Je sens que ça pique un peu, hein? Est-ce que tu reconnais le goût? Tu connais ce goût iodé un peu? C'est comme l'huître. Non, t'aimes pas ça. Il aime pas ça. Les agriculteurs aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être professeur. Juste en faisant voir comment nous on travaille, on peut avoir un impact et on peut être là pour apprendre et pour transmettre. On espère que dans 10 ans, on aura des retours de paysans qui me diront voilà, on est passé sur la ferme de Laya pendant le programme de compagnonnage et puis finalement on s'est lancé, on s'est installé, on avait confiance en nous parce qu'on a vu que c'était possible dans d'autres fermes et du coup on l'a fait. Ouais, j'aime bien le mot paysan, paysannerie. Alors ça peut paraître un mot aujourd'hui un peu dévalorisé, mais celui qui est paysan, c'est celui qui cultive son pays. C'est pour ça qu'il y a ce mot-là, non, paysannerie. Alors qu'exploitant agricole, c'est celui qui exploite. C'est exactement ce que je ne veux pas être. Je veux pouvoir apporter à mon territoire une agriculture qui fait sens. Dans la réserve naturelle du Val d'Allier, à l'ouest de la Sologne bourbonnaise, Guillaume Leroux se préoccupe lui aussi de son territoire et de sa biodiversité. Ce scientifique s'intéresse de près aux populations d'oiseaux de la réserve et, fait nouveau cette année, à celle des libellules présentes ici. Cet après-midi, il recherche les exuvies, cette enveloppe corporelle de la larve de libellule. Ah, on a de la chance. Ah, il y en a une. Là. Donc voilà, donc ça en fait, c'est la larve. Donc là on a la larve qui vivait dans l'eau, soit dans la vase, soit dans la végétation riveraine. Et puis donc la larve est sortie de l'eau, elle est venue s'accrocher comme ça à la végétation, à cette plante, et elle s'est fixée. Et ensuite de là, l'adulte a fendu donc cette espèce de carapace. À ce niveau-là, on voit qu'il y a un trou
Et donc depuis cette petite fente a émergé donc ce qu'on appelle chez les insectes l'imago, c'est-à-dire l'individu adulte. Ces exuvies, Guillaume ne les collectionne pas. Il se sert de ces enveloppes mortes laissées sur les herbes pour recenser les libellules de la réserve. Et donc ces exuvies, quand on fait un suivi sur les libellules, c'est très important de chercher ces exuvies, puisque ça permettra à la fois d'estimer le nombre d'individus qu'il y a par espèce, puisque ces exuvies, on peut les déterminer soit à l'œil nu, soit sous loupe binoculaire. Et l'objectif, c'est que dans 10, 15, 20 ans, on arrive comme ça à déceler d'éventuelles tendances par rapport aux populations de libellules, afin de voir s'il y a un ou des dysfonctionnements au sein du biotope, et qui pourraient donc du coup nous mettre en alerte sur quelconque évolution négative du milieu. Cette réserve a son importance quand on parle de biodiversité, car elle compte 50 espèces de libellules sur la centaine que l'on dénombre au niveau national. Au gré de ses recherches, et malgré des conditions météorologiques moyennes, Guillaume fait une heureuse découverte au milieu des herbes. Alors là, du coup, on tombe sur une petite libellule, sûrement qui vient juste de sortir donc, de son exuvie. Et qui est encore pas très coloré. Et chez les libellules, il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines, avant que les individus acquièrent leur belle couleur qu'on voit habituellement. Et donc là, on a un individu qui vient juste de sortir, et donc qui est peut-être pas encore tout à fait apte à voler, parce qu'il faut attendre quelques jours, avant notamment que les ailes soient assez dures pour que l'individu puisse voler. Nul doute qu'elle prendra son envol d'ici quelques jours, comme toutes celles qui naîtront dans cet écrin préservé. Sur le marché de la Palisse, la protection du patrimoine s'effectue également au niveau culinaire. Mathilde, jeune charcutière de la maison Dumont, y vend chaque semaine une célèbre tourte locale. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on va prendre... Qu'est-ce qui vous fait envie? Pâté aux pommes de terre. Pâté aux pommes de terre. Ouais. Est-ce que vous savez d'où ça vient, le pâté aux pommes de terre? Justement, j'ai cru entendre, mais donnez-moi votre version, peut-être que je dois pas Alors, avoir ma la bonne. version, comme on est vendredi, Ouais. à l'époque, les femmes cherchaient comment remplacer le poisson du vendredi saint. Et puis, comme il y avait un petit peu des pommes de terre partout, comme c'était pas cher la pomme de terre, elles se sont dit pourquoi on ne mettrait pas des pommes de terre dans le pain, dans la boule de pain. Et c'est né le pâté aux pommes de terre. Alors à l'époque, à mon avis, ils ne mettaient pas autant de crème, parce que vendredi saint, C'est maigre, c'est normalement. maigre, tout à fait. Mais nous, avec les années, Ouais. ça s'est D'accord, arrangé ok. avec un petit peu de crème. On l'appelle aussi le tartuffe. Tartuffe, parce que tartuffe, c'est la truffe du pauvre. La truffe du pauvre, la pomme de terre. Voilà, tout simplement. On se dispute beaucoup l'origine du pâté aux pommes de terre. Je suis persuadée que c'est nous, les Bourbonnais, qui l'avons inventé. Alors le secret, c'est plein de crème. Hein. Et bien là, on va venir enlever un petit peu des petites couches de pommes de terre et après, on va superposer la crème partout. Il ne faut pas lésigner sur une bonne crème fraîche, bien épaisse, et qu'on étale partout dans notre pâté. Il faut bien venir chercher sur les bords pour que tout le monde ait de la crème, même celui qui n'a que le bord. Et après, on alterne les couches crème, pomme de terre, crème, pomme de terre, crème, pomme de terre. Parce qu'à la cuisson, la crème, vu qu'elle est bien épaisse, eh ben, il faut qu'elle puisse être partout. Ils ont tous leur façon de faire. Alors bien sûr, tout le monde va dire c'est des pommes de terre, c'est de la crème et des oignons. Mais c'est surtout la pâte qui fait la différence par rapport à un artisan à un autre. Au nord de la Sologne bourbonnaise, dans la commune de Dioux, comme chaque jeudi, Arnaud brasse sa bière. Amateur de cervoise, cet ancien ingénieur en mécanique a changé de vie il y a 6 ans pour se lancer pleinement dans l'activité brassicole. Aujourd'hui, il travaille une bière brune assez typée. Donc en fait ici, on rajoute les grains, donc c'est l'opération d'empâtage. On va mettre les grains dans la cuve et l'objectif c'est de transformer l'amidon de la céréale en sucre. Donc en fonction des opérations de brassage, on va extraire des sucres fermenticibles ou non fermenticibles en fonction de la bière que l'on veut faire. Ici on a une bière, on va faire une bière noire qui est à 9 degrés, donc elle doit avoir quand même un peu d'alcool. Donc il va falloir du sucre fermenticible et également, dans la variété de grains, on va remettre des grains un peu, qui vont donner du sucre complexe pour donner cette rondeur en bouche, parce que 9 degrés avec 100 rondeurs,
c'est pas agréable, ça fait vraiment trop d'alcool en fait en bouche. Donc c'est l'opération de brassage proprement parler, c'est l'alchimie en fait qui se fait à ce moment-là. Les grandes étapes de la brasserie, c'est la phase d'empâtage, c'est-à-dire la mise des grains dans l'eau à la bonne température pour commencer l'opération du brassage. Le brassage proprement parlé. Ensuite, la partie filtration, séparation des grains du mou. On porte le mou à ébullition pour le stériliser et puis pour rajouter le houblon. Et ensuite, on transfère ce mou et on l'envoie directement dans les cuves de fermentation pour la fermentation principale. Donc le nez houblonné donne un côté un peu floral. Et ensuite, en bouche, alors là, on a beaucoup de sucre, parce que c'est une bière qui va donner 9 degrés d'alcool. Donc il y a un fort taux de sucre et une toute légère amertume qui va se retrouver, qui va en fait se dissiper légèrement. Et on a un petit goût caractéristique de sucre candi, donc ce sucre qui est un petit peu caramélisé, qui va donner cette complexité en bouche. Actuellement, ça ne ressemble absolument pas à de la bière. C'est un mou, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de fermentation. Donc là, on a une eau très sucrée et houblonnée. Ce mou, après 3 fermentations successives, dont une dernière en bouteille, donnera enfin de la bière. Toutes ces étapes, Arnaud les maîtrise parfaitement aujourd'hui, mais cet autodidacte passionné a fabriqué ses premières bières dans son sous-sol. Les premières étaient franchement ratées. Ça giclait partout, tout foirait en fait. Hein. Les tuyaux pétaient, il y avait de l'eau dans le sous-sol. Enfin bref, c'était un carnage. Mais c'est aussi ce qui fait que c'était un peu intéressant parce qu'on naviguait. Et puis après, ça s'est structuré gentiment. Quand je me suis lancé dans la bière, au début, j'étais complètement novice. Je connaissais rien du tout, quoi. Donc pas de formation en particulier, mais je sais apprendre et je suis curieux. C'est ça le principal, quoi. À Trévol, Sophie et Olivier ont eux aussi changé de vie il y a 13 ans maintenant. Sophie, ancienne ingénieure en pharmacie, a délaissé ses bureaux pour renouer avec la terre, les plantes et les animaux. Olivier, toujours professeur en région parisienne la semaine, l'aide tous les week-ends, notamment pour manier le cheval de trait. Voilà, allez. Oui, c'est bien. On est passionné d'équidés, donc le cheval, l'âne, c'est une passion, donc je vis avec. Et autant les utiliser, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de pollution. Donc le crottin, c'est l'engrais, donc je les ramasse de toute manière tous les jours donc dans les différents paddocks et ça fait mes fumures du sol. Donc déjà, ça abîme moins au niveau du sol, ça tasse pas. Tout le travail du cheval, ça se passe physiquement, pour moi, pour ma partie à moi. Et puis c'est beaucoup, à chaque fois, je dis à chaque fois à Sophie, attention, tu vas te prendre le pied. Parce qu'en fait, il faut que le meneur guide tout, voit tout. Donc il y a la machine à voir, le cheval à voir. Moi, c'est simplement que physique. Pour Sophie, c'est que réflexe et anticipation. Bon, après, l'apprentissage s'est fait au fur et à mesure. Chaque année, on progresse. Donc voilà, mais on progresse ensemble, en fait. On progresse à 3. Avancer et suivre une autre direction en écoutant la nature, c'est le leitmotiv de Sophie. Au tout départ de la carrière, oui, j'ai commencé en protection des cultures, mais en pesticides, en fait. Au bout d'un moment, le chimique... quelque part fait réfléchir et on a envie d'autre chose et revenir au bon sens, je dirais. Et donc on part du principe qu'il faut travailler sur un sol vivant, rester vivant. Après, les rendements finalement ne sont pas diminués si on n'utilise pas de chimiques, bien au contraire, mais il faut s'adapter. Donc il faut s'adapter à son sol, il faut s'adapter à son environnement. Au-delà des cultures, Sophie fait aussi de la cueillette d'orties sauvages qui poussent dans les sous-bois. Si elle pique, c'est qu'elle est riche en principes actifs, c'est qu'elle est bien vivante et voilà, et qu'elle va apporter plein de choses. Donc elle est intéressante, c'est un très bon stade là, donc elle n'est ni trop petite où elle n'aurait pas assez de principes actifs, ni trop grande parce que l'ortie fleurie perd aussi en qualité et puis devient surtout plus coriace, moins intéressante gustativement, je dirais. On peut la ramasser autant de fois qu'on veut dans la saison, dans la mesure où on la maintient basse. Sachant que je ne prends pas grand-chose sur la plante quand c'est de l'ortie herboriste. Hein.
Donc on va ramasser une tête d'ortie qui correspond à très peu de plantes. Donc sachant que la plante a plus de 80-90% d'eau, une fois qu'elle va être ventilée et déshumidifiée, 1 kg donne à peu près entre 100 et 150 grammes séchés. Après c'est long, mais pas fastidieux parce que bon, on est quand même dans un cadre intéressant, dans les petits oiseaux, on communique quelque part quand même avec la nature et voilà, moi c'est pas quelque chose qui me déplaît du tout. Jamais à court d'idées ou d'activités, Sophie poursuit les journées dans sa serre et aide des clients à composer leur nouveau jardin. Bonjour. Vous avez toutes les... Vous allez bien? Oui, elles sont où les plantes là? Ce sont des aubergines allongées et toutes fines. Oui, Donc, on voit voilà. ça parfois. Oui. Donc elle est moins pour faire du caviar d'aubergine par exemple. C'est ça. Parce qu'il va y avoir moins de chair en quantité. Bah oui. Mais par contre, elle va être très sympathique à la plancha, en accompagnement, juste coupée en deux en accompagnement. Mais ça m'intéresse justement de partager ce genre d'intérêt et de passion avec d'autres personnes qui vont embellir leur jardin, profiter et mettre des choses qui se mangent. Autant, voilà, les jardins c'est magnifique, c'est très bien, mais on a encore plus envie de les entretenir quand on en dépend parce que ça va nous alimenter. J'ai trouvé ici à la fois des plantes très classiques, le thym, l'aubergine ou le romarin, mais en même temps beaucoup de plantes à la fois délicates qui se marient ou ne peuvent pas être mises ensemble avec d'autres plantes. Bref, de trouver ici à la fois ce qu'on cherchait parce qu'on a fait une liste et en plus de découvrir grâce à elle, parce qu'elle nous a donné pas mal déjà d'explications, toutes sortes de plantes complémentaires que nous allons essayer avec joie. Au début, c'était un petit peu difficile que je donne mes bébés quelque part. Mais bon, j'ai franchi ce pas et pour des personnes qui vraiment sont intéressées, au contraire, c'est que du bonheur. Très bien. Vivre de sa passion et la transmettre, observer la joie de ceux qui la partagent et être en harmonie avec son environnement, voilà ce qui caractérise tous ces passionnés de la Sologne bourbonnaise. Véritables acteurs de la transformation de ce terroir, ils interrogent et réinventent chaque jour leur métier pour coller au mieux aux enjeux écologiques de demain. Aujourd'hui, je cuisine un filet de bœuf du charolais, croûte d'ail noir, courgettes et jus café. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 800 g de filet de bœuf de charolais bourbonnais en 4 morceaux, huile d'olive. Pour la croûte d'ail noir, 30 g de beurre, 30 g de panko, 16 g d'ail noir, 0 g d'œuf de café moulu. Pour la compotée de courgettes, 400 g de courgettes vertes, 20 g d'huile d'olive, 6 g de gingembre, un brin de thym, une demi-feuille de laurier. Pour les courgettes marinées, une courgette jaune, 30 g de vinaigre de riz, 30 g de miel toute fleur. Pour le jus au café, 160 g de fond de veau, 80 g de beurre, 2,5 g de café en grains. Pour le dressage, en fonction du marché, quelques fleurs ou pousses d'herbe. Pour la croûte d'ail noir, mixez le beurre, l'ail noir, le panko et le café moulu. Étalez la pâte obtenue entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur 2 mm d'épaisseur. Taillez en 4 morceaux, puis réservez au frais. Pour la compotée de courgettes, taillez les courgettes vertes en dés de 1 cm, puis hachez l'ail et le gingembre. Faites revenir les dés à l'huile d'olive avec le thym, l'ail, le laurier et le gingembre. Salez et poivrez. Cuire à feu doux jusqu'à ce que les courgettes s'écrasent. Laissez refroidir, puis réserver au réfrigérateur. Pour les courgettes marinées, taillez la courgette jaune dans la longueur à 2 mm d'épaisseur environ. Faire caraméliser le miel, puis ajouter l'eau et le vinaigre de riz. Pour cette recette, le vinaigre de riz est vraiment fort intéressant. Il apporte subtilité et finesse. Ajoutez les courgettes jaunes, réservez au réfrigérateur. Pour le jus au café, préparez le fond de veau et le réduire à consistance. Concasser les grains de café, faire fondre le beurre jusqu'à obtention d'un beurre clarifié, puis ajouter
La concassée de grains de café, passer au chinois étamine, puis incorporer le beurre au café dans le fond de veau réduit. Marquer le bœuf à la poêle avec un peu d'huile d'olive, assaisonner et cuire au four à 200 degrés. 3 minutes pour roser et 5 minutes pour à point. Le laisser reposer 5 minutes en fin de cuisson. Afin que les plats ne refroidissent pas trop vite, je vous suggère de passer vos assiettes quelques minutes à four chaud entre 80 et 100 degrés. Pour le dressage, posez une croûte d'ail sur le dessus de chaque morceau du filet de bœuf. Passez sous le grill quelques minutes. Les couper en deux, ajoutez la fleur de sel et le poivre du moulin. Déposez sur une assiette la viande, les différentes courgettes, quelques fleurs et arrosez d'un peu de jus. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.